Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. L'enquête précédant une éventuelle procédure de destitution de Donald Trump s'accélère. Le Congrès américain vient d'exiger de son avocat personnel la livraison de documents liés au dossier ukrainien. La Corée du Nord n'abandonnera jamais ses armes nucléaires volontairement. Déclaration de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale, alors qu'on parle d'une rencontre probable la semaine prochaine entre les États-Unis et la Corée du Nord. Pas moins de 30 000, c'est le nombre d'étrangers séropositifs vivant au Botswana qui pourront désormais bénéficier d'antirétroviraux. Bonsoir. L'enquête parlementaire qui pourrait déboucher sur la destitution du président Donald Trump est passée à la vitesse supérieure. L'avocat personnel du locataire de la Maison-Blanche, Rudy Giuliani, a reçu l'ordre de livrer des documents liés au dossier. Dans le même temps, le New York Times a rapporté que le président américain avait demandé au Premier ministre australien Scott Morrison de l'aider à rassembler des informations qui permettrait de discréditer l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Votre refus ou échec à respecter cette injonction constituera la preuve d'une entrave à l'enquête de la Chambre, écrivent les démocrates dans un courrier sommant l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, de remettre les pièces d'ici le 15 octobre. S'il décide ou qu'il souhaite que je témoigne, je le ferai bien sûr, même si je pense qu'Adam Schiff est un président illégitime. Au milieu d'une rafale de tweets à la tonalité particulièrement agressive, le 45e président des États-Unis s'en est pris avec virulence à l'élu démocrate qui supervise cette enquête. Adam Schiff, le représentant au Congrès, a mal interprété mes propos. Pour preuve, la première fois qu'il a écouté ma conversation avec le président ukrainien, c'était tellement parfait qu'il n'y avait rien à y reprocher. Je n'avais rien dit de mauvais et c'était parfait. D'autres échanges téléphoniques pourraient en outre venir hanter Donald Trump en renforçant les soupçons d'une utilisation de la puissance de la diplomatie américaine à des fins politiques personnelles. Dans ce contexte de vive tension, le New York Times a aussi révélé que Donald Trump, lors d'un récent échange téléphonique, a demandé au Premier ministre australien d'aider son ministre de la Justice à rassembler des éléments dans le but de discréditer l'enquête Mueller. Selon ce canard américain, la Maison-Blanche aurait limité l'accès à la transcription de cet appel à un tout petit groupe de personnes. États-Unis toujours, l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton a déclaré que la Corée du Nord n'abandonnera jamais ses armes nucléaires volontairement. La déclaration de Bolton lundi a coïncidé avec le discours d'un émissaire nord-coréen devant l'Assemblée générale des Nations unies dans lequel il accusait les États-Unis de provocation qui entravent l'avancement des discussions sur la situation dans la région. Tout cela alors même que Washington parle d'une rencontre probable la semaine prochaine entre les deux protagonistes. Le reportage d'Esleti Karok, le récit est signé Gabi Dorsil. Les États-Unis appuient des sanctions économiques sévères contre la Corée du Nord jusqu'à ce que ce pays démantèle son programme nucléaire. Le président Donald Trump a loué ses relations personnelles avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et déclaré que les deux parties coopéraient dans le sens de la dénucléarisation de la péninsule. La Corée du Nord a indiqué lundi que peu de progrès avaient été réalisés en raison de ce qu'elle appelait des provocations politiques et militaires perpétrées par les États-Unis. Cela dépend des États-Unis si nos négociations doivent être une fenêtre d'opportunité ou une occasion d'aggraver la crise. Selon John Bolton, la Corée du Nord n'a pas l'intention d'abandonner ses armes nucléaires.
Je pense que la décision stratégique prise par Kim Jong-un consiste à faire tout ce qui est en son pouvoir pour conserver une capacité nucléaire exploitable, pour la développer et l'améliorer. Il pourrait tenter d'obtenir un allègement des sanctions internationales, il pourrait faire des concessions, mais dans les circonstances actuelles, il n'abandonnerait jamais ses armes nucléaires volontairement. La Corée du Nord a effectué une série de tests de missiles cette année, mais pas de nouveaux tests nucléaires depuis septembre 2017. Trump en assume le mérite, mais pour Bolton, ce n'est pas un bon signe. Une des raisons, une très bonne et très inquiétante, pour laquelle il n'y a plus d'essais d'armes nucléaires pour le moment, ni de missiles à longue portée, est que la Corée du Nord pense, pour le meilleur ou pour le pire, avoir terminé des essais et peut produire des ogives nucléaires et des missiles balistiques à longue portée. Ce n'est pas un signe encourageant, c'est un signe d'inquiétude. John Bolton a déclaré qu'il était inacceptable de permettre à la Corée du Nord de se doter d'armes nucléaires. Donald Trump l'a limogé le mois dernier en raison de divergences d'opinion sur la Corée du Nord et d'autres dossiers. Amnesty International a accusé ce mardi les États-Unis d'avoir tué 3 civils dans une frappe aérienne en Somalie. C'était le 18 mars dernier. Les États-Unis n'auraient également pas mené une enquête au sujet d'informations selon lesquelles il s'agissait d'agriculteurs sans lien avec les insurgés islamistes Shebab. Pour Amnesty International, les 3 hommes tués à mars dans le sud de la Somalie étaient des civils innocents et non des djihadistes, comme l'a affirmé le commandement militaire américain pour l'Afrique, Africom, qui n'aurait fourni aucune preuve que les 3 hommes tués étaient des Shebab, affirme l'organisation. En Côte d'Ivoire, Jacques Mangoua, président du conseil régional du Bouégué, dans le centre du pays, sera jugé ce jeudi pour détention illégale de munitions d'après le procureur de Bouaké. Il a été placé sous mandat de dépôt lundi soir. Des munitions et une quarantaine de machettes avaient été retrouvées à son domicile. Selon le magazine Jeune Afrique, les armes en question avaient été découvertes le 21 septembre par le gardien du domicile de M. Mangoua à 60 km à l'ouest de Bouaké. Le procureur Brahman Koné souligne que Jacques Mangoua n'a pas été en mesure de justifier de la présence de ces armes et parle d'une infraction matérielle. Toujours en Côte d'Ivoire, Ibrahim Koulibaly Koubiet, magistrat et ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel ivoirien, a été élu lundi président de la nouvelle commission électorale indépendante pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Il succède à Youssouf Bakayoko, président de la précédente CEI, qui symbolisait l'élection controversée de 2010-2011. Mais la nouvelle CEI, qui devra organiser la présidentielle de 2020, est toujours contestée. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, qui rassemble plusieurs partis d'opposition, dont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, dirigé par l'ex-président Henri Konan Bédié, a appelé ses militants à se tenir prêts pour faire barrage à cette CEI, selon elle, illégale et illégitime. La police de la plus grande ville du Nigeria, Lagos, a libéré 19 femmes et filles qui avaient été pour la plupart enlevées et gardées par des ravisseurs dans le but de ravitailler une usine à bébés. Les détails avec Arzuma Compaoré. Elles sont arrivées des 4 coins du Nigeria avec la promesse d'avoir du travail. Les jeunes filles ont été enlevées et engrossées par leurs ravisseurs qui prévoyaient de vendre leurs bébés. Nous avons sauvé 19 filles enceintes, pour la plupart âgées de 15 ans. La plus âgée a 28 ans, mais la majorité d'entre elles se composent d'adolescentes enceintes. Elles sont maintenues dans ces endroits dans le seul but de donner naissance à des bébés destinés à la vente. Nous avons arrêté 2 suspects et nous en cherchons toujours un. Les policiers ont déclaré que le raid avait eu lieu le 19 septembre, mais était jusque-là resté secret pour leur permettre d'appréhender les suspects. 2 femmes âgées de 40 et 54 ans ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire. Une des femmes libérées raconte son expérience.
La femme m'a examiné et a mis un médicament dans mes parties intimes. Soudain, le travail a commencé. Le bébé était âgé de 7 mois. Le travail a duré 3 jours. Le bébé n'était toujours pas né lorsque la police est venue nous arrêter. Ils disent que nous accouchons et vendons des bébés. La police a déclaré que les bébés garçons étaient vendus à environ 1 630 $ et les filles à 980 $. Le département d'enquête criminelle de l'État est désormais en charge de cette affaire. Quelques jours à peine auparavant, près de 400 garçons et hommes, enchaînés et marqués par des coups, avaient été libérés d'un bâtiment situé dans la ville de Kaduna, dans le nord du pays. La police prévoit de travailler avec d'autres agences nigérianes pour aider les femmes et les filles ainsi que leurs bébés à se réinstaller. On estime que 30 000 étrangers vivant au Botswana sont séropositifs et que la plupart sont des travailleurs du sexe. Cette nation d'Afrique australe était jusque-là l'un des rares pays à ne pas offrir de traitement à des non-citoyens, mais à la suite d'une nouvelle décision, les étrangers bénéficieront désormais d'un traitement antirétroviral gratuit. Les étrangères professionnelles du sexe sont les premières à en bénéficier. De Gaborone, Ngomgudzi Doubé nous en dit plus. Le récit est de Claire Morin-Gibourg. Marie Banda, âgée de 35 ans, est une travailleuse du sexe séropositive née en Zambie. Sa santé se détériorant, elle a du mal à se faire soigner depuis son arrivée au Botswana en 2018. Mais elle a, depuis peu, retrouvé l'espoir grâce à la décision du gouvernement du Botswana d'offrir la thérapie antirétrovirale aux étrangers. Je suis très heureuse car cela va sauver beaucoup de gens, surtout ceux qui avaient du mal à obtenir des ARV auparavant. Quand ils nous ont appelés et ils ont commencé à nous aider, nous n'en revenions pas. Selon Banda, les responsables de la santé ont beaucoup aidé et ont suivi de près la réaction des travailleuses du sexe au traitement. Après nous avoir donné les médicaments, ils s'assurent de faire un suivi pour vérifier l'existence ou non d'effets secondaires. La démarche du gouvernement a été saluée par les ONG comme une étape positive dans la lutte contre le VIH. Il n'y a pas de discrimination en termes de relations sexuelles, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas fournir d'antirétroviraux à une certaine partie de la population qui vit dans le pays sans pour autant fournir le même traitement à un autre groupe d'habitants. Sizonke, l'organisation locale des travailleuses du sexe, félicite également cette initiative. For migrants to get ARVs. It's a milestone. Mais pour l'instant, sur les 30 000 étrangers séropositifs du Botswana, 7 000 seulement bénéficient d'un traitement selon le plan d'urgence du président des États-Unis pour lutter contre le sida. La Chine a célébré ce mardi avec faste le 70e anniversaire du régime communiste. 15 000 soldats accompagnés de chars, missiles et avions de combat ont défilé devant les plus hauts dignitaires chinois rassemblés sur la place Tiananmen au cœur de Pékin. Ce défilé militaire a été suivi d'une grande parade avec 100 000 figurants autour de 70 chars de carnaval. Accès étroitement contrôlé, centre-ville bouclé, l'immense majorité des Pékinois n'ont eu d'autre choix que de suivre ces défilés à la télévision ou sur leur téléphone. Plus de 600 000 foyers de régions pauvres ont d'ailleurs reçu à l'occasion un téléviseur de la part du Parti communiste. Pas de célébration à 2000 km plus au sud de la Chine, c'est-à-dire à Hong Kong, où les manifestants pro-démocratie ont à nouveau défié dans ce qu'ils ont qualifié de journée du chagrin, non sans déchirer et piétiner des grandes affiches célébrant le 70e anniversaire du régime communiste. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Un policier a tiré après avoir été attaqué et pour la première fois, un manifestant a été blessé à la poitrine. Les autorités médicales ont fait état de 31 personnes hospitalisées, dont 2 dans un état critique. L'Union européenne a appelé à la désescalade. Londres a dénoncé l'usage disproportionné de balles réelles. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. C'est une nouvelle qui donnera du sourire aux planteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Le kilogramme de fèves leur sera désormais acheté à 825 francs CFA, soit une augmentation de 10%. Nous en parlons dans le segment Éco. Redonner du sourire aux enfants déplacés comme lui en leur fabriquant des jouets, c'est la mission que s'est assignée ce jeune Camerounais de 17 ans, autodidacte. Et nous ferons un crochet au Soudan où un air de liberté souffle également sur le monde du foot féminin avec le lancement du premier championnat national. Comme chaque mardi, nous accueillons Eric Manerakiza pour la chronique économique. Bonsoir Eric. Bonsoir John. On commence par la Côte d'Ivoire où le producteur du cacao est valorisé sur le marché. Tout à fait. Le prix d'achat du cacao aux planteurs de Côte d'Ivoire a augmenté de 10% à l'ouverture ce mardi de la campagne cacaoyère 2019-2020. Il a été donc fixé à 825 francs CFA, soit 1,25 € le kilogramme. Ceci dit, l'objectif visé de 1000 francs CFA est loin d'être atteint, mais l'organisme ivoirien de régulation du secteur assure y arriver progressivement. Néanmoins, les planteurs ivoiriens s'attendaient à un prix garanti de 1000 francs CFA, se basant sur une décision historique du 12 juin pour mieux rémunérer les agriculteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux premiers producteurs mondiaux de cacao, ont établi un mécanisme de vente de leur cacao qui ne serait pas en deçà de 2600 $ la tonne. Les deux pays ont suspendu la vente des récoltes de 2020-2021 jusqu'à nouvel ordre pour préparer la mise en place de ce prix minimum. Cette mesure a été levée par la suite. En juillet, la Banque mondiale avait soutenu la transformation du secteur du cacao en Côte d'Ivoire pour assurer son avenir et mieux jouer son rôle de moteur du développement économique du pays. Plus de la moitié des producteurs vivent en deçà du seuil de pauvreté et près de 80% des gains de la filière sont concentrés au niveau de la deuxième transformation, celle de la pâte de chocolat et de la distribution des produits finis aux consommateurs. Deux étapes où la Côte d'Ivoire ne joue pas de rôle important, John. Et on suivra bien sûr cette actualité. Et Idriss, qu'est-ce que j'ai dit Eric, on va à Dubaï, c'est pour parler de l'exposition universelle Cityscape 2019. Ton lieu préféré des vacances, John. Les développeurs de Dubaï veulent attirer des acheteurs malgré le ralentissement économique qui se caractérise dans le secteur immobilier depuis les 5 dernières années. Les conditions ont été allégées pour acquérir un bien immobilier. L'acheteur est requis de ne payer que 5% de la valeur de la propriété contre 25% pendant la période de prospérité économique. Le reste du montant est remboursable sur 10 ans et on n'a pas besoin d'une hypothèque bancaire, John. Le gouvernement a aussi facilité l'obtention de visas en faveur de l'acheteur expatrié et de permis de séjour permanent pour un investisseur potentiel ayant des moyens alléchants. Ceci dit, Dubaï va abriter le Salon mondial Expo 2020. Des centaines de méga-projets ont été dévoilés et les organisateurs comptent créer à l'occasion 300 000 nouveaux emplois. Et l'homme, la semaine dernière, John, on va enchaîner justement pour parler du Kenya. Le Kenya qui change son billet de 1000 shillings. Eh bien, cette situation crée de la panique au niveau des personnes qui conservent leur fortune à la maison, comme vous allez le voir dans ces images. Les personnes conservant leur fortune à la maison en argent liquide peinent à trouver les moyens de dépenser cet argent thésaurisé. La Banque centrale du Kenya a émis en juin une nouvelle coupure du billet de 1000 shillings et a interdit après le 30 septembre l'utilisation de l'ancienne monnaie de 1000 shillings. Les Kenyans ont été sommés d'échanger leurs anciens billets à la banque au risque de garder des liasses de billets inutiles. L'opération vise à récupérer l'argent sale accumulé par des fraudeurs fiscaux, des hommes d'affaires malhonnêtes et des groupes criminels.
De grands dépôts d'anciens billets gravés à l'image du père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta, sonnent l'alarme auprès des banques et nécessitent des documents pour prouver leur origine. En juin, la Banque centrale avait indiqué l'existence d'environ 218 millions de shillings en circulation, sans toutefois préciser la proportion stockée sous forme d'argent noir. Pour l'économiste kenyan Ali Khan Sachou, la récupération de ces billets fonctionne mieux par la surprise. 4 mois, c'est une courte période pour blanchir de grosses sommes d'argent, a-t-il déclaré. Les gens détenant cet argent vont certainement essayer de sauver ce qu'ils peuvent. Ainsi, les gens font preuve de créativité et créent du business pour investir de petites sommes d'argent tout en évitant d'être démasqués par les autorités. John, un concessionnaire automobile de Nairobi qui a requis l'anonymat, a rappelé son client la semaine dernière, comptant sur des milliers de billets de banque pour acheter une voiture de luxe pour 74 000 $. Voilà Eric, c'est tout pour ce mardi. On se retrouve prochainement. À la prochaine. Et tout de suite, place à l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. L'Afrique ne lâche rien aux épreuves de semi et longue distance aux mondiaux d'athlétisme. L'Ougandaise Halima Nakai a été sacrée championne du monde de 800 mètres à l'absence de la championne sortante Caster Semenya qui a refusé de suivre les recommandations des l'I2AF pour faire baisser son taux élevé de testostérone. Abdourahmane Dia. L'Ougandaise de 24 ans a battu son record personnel lors de cette course en finissant en 1 minute 58 secondes 04. Elle a devancé de 14 centièmes l'Américaine Raven Rogers qui a réalisé une dernière ligne droite époustouflante, elle qui n'était que 7e à l'entame des derniers 100 mètres. Grosse satisfaction et mission accomplie pour Halima Nakai. Nous sommes très heureuses. Gagner le titre de champion du monde est vraiment significatif pour nos vies, même avec mon partenaire d'entraînement. Maintenant, nous sommes sœurs. Nous avons vraiment travaillé dur et nous remercions Dieu, cela s'est réalisé aujourd'hui. La course s'est déroulée en l'absence de la double championne olympique Caster Semenya, privée des mondiaux en raison de son refus de suivre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Halima a une pensée pour la Sud-Africaine. Caster, je pense qu'elle est une bonne amie. Nous la respectons toujours, mais cela aurait créé plus d'opportunités pour les autres. Mais je suis vraiment fière de notre course. En plus de Caster Semenya, qui ne s'est pas rendu à Doha, Aminatou Seyni a été privée du 400 mètres pour les mêmes raisons de l'hyperandrogénie. La Nigérienne a tout de même frappé fort à ses mondiaux en remportant l'épreuve du 200 mètres. C'était inimaginable. Il y a quelques mois, le vent de liberté impulsé par la révolution soudanaise a aussi soufflé sur le monde du foot féminin national. Le premier championnat féminin de football de l'histoire du pays a débuté hier à Khartoum, au grand bonheur des fans du ballon rond, conjugué au féminin. Suivez. Un but du club de Tahadi libère toute une équipe et ses fans au stade de Khartoum. Mais cette joie va bien au-delà d'une simple réalisation victorieuse d'une équipe. Des femmes qui jouent au ballon rond dans un stade national sous le regard gai des supporters, hommes et femmes, c'est désormais possible au Soudan post-révolution, dont le ministère des Sports est dirigé par une dame. Tout d'abord, c'est un grand jour historique dans l'histoire du Soudan avec l'ouverture de la première ligue de football féminin. C'est le résultat d'un très gros effort qui n'a pas commencé aujourd'hui ou hier. Le fruit d'un travail de longue haleine pour certains, un rêve devenu réalité pour d'autres. C'était la première fois que je jouais au stade de Khartoum. C'était quelque chose de grand et de spécial. Membre de la FIFA depuis 1948 et cofondateur de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, le Soudan est en revanche loin d'être un pionnier du continent en matière de football féminin. Désormais, le pays dispose de la matière pour constituer une équipe nationale féminine compétitive. Sans la révolution soudanaise, mon but était peut-être de jouer à l'étranger, pas pour le Soudan. Mais depuis que j'ai trouvé une place ici, je n'ai pas à jouer pour un autre pays. Il vaut mieux jouer pour son propre pays. Ce premier match entre Tahadi et Difa lance ainsi le championnat de football féminin soudanais. Cette ligue comprend 21 clubs et en plus de Khartoum, d'autres villes comme Madani, Al-Obed et Kadougli accueilleront également des matchs. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba et bonne chance aux femmes du Soudan. Direction le Cameroun
À la rencontre de Shi Blaise Awa, un jeune de 17 ans devenu fabricant autodidacte de jouets à Douala. Originaire de Bamenda, la région anglophone du Cameroun, Shi a quitté sa ville natale pour échapper à la violence. Il continue d'aller à l'école, mais ça donne également à ses créations de jouets en toute quiétude pour redonner le sourire aux autres enfants déplacés comme lui. Le récit est de Blanche Sano. Quand il n'est pas à l'école, Shi Blaise Awa est présent dans les rues de Douala, présentant ses dernières créations. Le fabricant de jouets autodidacte a développé cette passion pour la construction d'objets vers l'âge de 8 ans. Ses parents ne pouvaient pas se permettre de lui acheter des jouets. Il les fabriquait donc pour lui-même et ses frères et sœurs. Je récupère une partie du matériel dans les poubelles ou les déchets car je n'ai pas d'argent pour en acheter. J'ai donc commencé à fouiller dans les décharges afin d'obtenir la ferraille de radio, des cartons et des contreplaqués. Puis je les assemble à ma manière pour avoir ce que je veux, comme cette machine à chenilles par exemple. Ça lui prend entre une semaine et 2 mois pour terminer un projet en fonction du type de matériel qu'il est capable de rassembler. Ce talent, c'est vraiment du génie. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que quand nous, on faisait l'école, quand on était petits, on pensait que c'était vraiment un miracle, que c'était vraiment le monopole ou l'apanage des Blancs. Mais j'ai constaté qu'au Cameroun, on peut industrialiser. Après avoir publié son travail sur Internet, certains blogueurs ont lancé une campagne de financement participatif afin de collecter des fonds pour ses études. Il est maintenant inscrit dans une école secondaire privée et prévoit de commencer à fabriquer des drones et des avions de type G-Style. Et puis la cantatrice américaine Jessie Norman Soprano, dont la voix à la fois sombre et majestueuse avait conquis les publics du monde entier, est décédée lundi à New York à l'âge de 74 ans. La cantatrice est devenue icône qui avait marqué les esprits en France en chantant la Marseillaise en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution, est décédée d'une septicémie consécutive aux complications d'une blessure à la colonne vertébrale subie en 2015 selon le communiqué. Les hommages ont afflué à travers le monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.